Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet que beaucoup connaissent bien s'ils gèrent une newsletter. Ce besoin, cette envie de contrôler ses outils, ses données. Oui, et souvent on se retrouve face à des solutions commerciales, bon, qui peuvent être chères ou un peu des usines à gaz, quoi. Exactement. Et c'est là qu'intervient l'outil du jour, ListMonk. C'est ça. ListMonk, c'est une solution open source qu'on hébergeait soi-même, vraiment faite pour gérer les newsletters, les listes diffusion, et son gros point fort, c'est qu'elle est réputée performante et assez simple techniquement. Et tout est dans un seul fichier binaire. Un seul fichier. Intéressant. Pour en parler, on s'est appuyé sur quoi? Les sources officielles, j'imagine. Oui, le dépôt GitHub, le site listmonk.app, bien sûr, et aussi pas mal de retours de tutoriels vidéo techniques. On a regardé ce que proposaient Tony Teaches Tech, Picapods, Applecast, Elestio, The Git Guild. Ça montre bien comment l'installer, comment s'en servir. D'accord. Et donc notre mission aujourd'hui, c'est quoi? C'est simple, on va essayer de décortiquer ListMonk, comprendre ce qu'il sait faire, ce que ça implique de l'installer, de le configurer, comment ça se passe au jour le jour, et puis bon, peser les avantages et les inconvénients de l'auto-hébergement pour ce genre de service. L'idée, c'est de donner les clés pour savoir si ça vaut le coup de regarder de plus près. Exactement, fournir les infos essentielles pour évaluer l'outil. Parfait. Alors, allons-y. ListMonk, c'est quoi exactement sous le capot? Alors, comme on disait, c'est un gestionnaire de newsletters et de listes, auto-hébergé, open source. La technologie derrière, c'est du Go pour le back-end. Ah oui, Go. D'où le binaire unique, j'imagine. Voilà, c'est un gros avantage pour le déploiement, ça simplifie pas mal les choses. Pas besoin d'installer 50 dépendances. L'interface web, elle, est en Vue.js avec Buffy pour les composants. Et pour stocker les données, les listes, les abonnés? Ça repose sur une base de données PostgreSQL. Il faut donc avoir une instance PostgreSQL qui tourne quelque part. D'accord. Et la licence, c'est important pour l'open source. Oui, c'est sous licence AGPL version 3. C'est une licence dite copyleft assez forte. En gros, si on modifie le code et qu'on le rend accessible sur un réseau, on doit aussi partager ces modifications sous la même licence. Ok. Un point qui revient souvent, c'est la performance, la légèreté. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? J'ai vu passer des chiffres assez bas. Oui, et c'est assez impressionnant. Les retours d'utilisateurs, les benchmarks, ça parle d'une consommation de ressources vraiment minimale. On est sur une fraction de cœur CPU et la RAM peut rester sous les 60 mégas, même avec des millions d'emails gérés en production. Ah oui, quand même. Moins de 60 mégas. C'est conçu dès le départ pour être rapide et pour pouvoir gérer beaucoup d'abonnés sans exploser en ressources. Et l'envoi des emails est optimisé, c'est multithreadé pour aller vite. Moins de 60 mégas de RAM pour gérer potentiellement des millions d'emails. Oui, c'est le genre de chiffre qui interpelle. Ça change des outils parfois un peu lourds qu'on connaît. Bon, l'efficacité, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ListMonk? Quelles sont les fonctionnalités clés? Alors, commençons par la base, la gestion des listes d'abonnés. On peut créer autant de listes qu'on veut, les rendre publiques, donc visibles sur une page d'inscription, ou privées. D'accord. Chaque abonné a un statut clair. Il peut être confirmé, non confirmé ou bloqué. Et un point super important, c'est le choix de l'inscription. Soit simple opt-in, l'abonné est ajouté direct. Mhm. Soit double opt-in. Et ça, c'est vraiment recommandé. Pour la délivrabilité, pour le respect de la vie privée, type RGPD. L'abonné doit cliquer sur un lien dans un email pour confirmer qu'il veut bien s'inscrire. Oui, le double opt-in, c'est quasi indispensable aujourd'hui. Et si on veut cibler, pas envoyer à tout le monde, mais juste à une partie de la liste? C'est là qu'intervient la segmentation, et ListMonk a une approche assez brute mais puissante. On peut définir des segments en écrivant directement des requêtes SQL. Ah oui, carrément. Du SQL. Oui, faut être un peu à l'aise avec SQL, c'est sûr, mais ça permet un ciblage ultra fin, bien plus que ce que permettent souvent les interfaces graphiques simples. Et bien sûr, on peut importer ses abonnés depuis un fichier CSV, ça c'est classique. La segmentation SQL, ça va plaire aux profils plus techniques qui veulent un contrôle total. Ok, passons à la création des campagnes, des emails eux-mêmes. Comment on les rédige? Là aussi, il y a du choix. ListMonk propose plusieurs éditeurs. Il y a un éditeur visuel, type drag and drop, pour ceux qui aiment composer en bougeant des blocs. Ok, le classique. Il y a un éditeur de texte riche, un WSYSIG. Pour les fans, il y a un éditeur Markdown. Et bien sûr, on peut taper ou coller directement son code HTML. Il y a même une coloration syntaxique pour aider. Voire faire du texte brut tout simple. Pas mal d'options, ça laisse le choix du workflow.
Et pour la personnalisation, mettre le nom de la personne, des infos spécifiques. Alors là, ListMonk utilise le système de templating natif de Go. C'est très puissant. On peut facilement insérer des variables genre "-subscriber.name" ou "-subscriber.email" dans le sujet, dans le corps du mail. Simple pour les bases. Oui, mais ça va plus loin. On peut faire des conditions, des boucles. Il y a plus de 100 fonctions intégrées pour manipuler du texte, des dates, plein de choses. Ça permet de créer des emails vraiment dynamiques. Le templating Go, ça sonne puissant, mais peut-être un peu technique pour le commun des mortels. Pour les variables de base, comme le nom ou l'email, c'est très simple. Pour la logique avancée, oui, il faut regarder un peu la doc. Mais c'est un choix qui privilégie clairement la puissance. Et on peut aussi créer des modèles HTML réutilisables pour garder une cohérence visuelle. Pratique ça. D'autres options pour les campagnes? Oui, on peut définir une adresse d'expéditeur différente pour chaque campagne. Utile si on gère plusieurs projets depuis la même instance ListMonk. Et bien sûr, on choisit si on envoie tout de suite ou si on programme l'envoi. Ok. Campagne envoyée. Et après? Comment on sait si ça a marché? Les stats, c'est vital. Absolument. ListMonk a un tableau de bord avec les chiffres clés. Nombre d'abonnés, de campagnes, de messages partis. Et pour chaque campagne, on a les détails. Taux d'ouverture, taux de clic. Comment ils mesurent ça? Marché. Malin. Et les bounce, les adresses qui n'existent plus ou qui rejettent l'email? Il les gère aussi. Il détecte et classe les emails non délivrés. C'est crucial pour garder ses listes propres et protéger sa réputation d'expéditeur. J'ai vu aussi qu'on parlait d'email transactionnel. C'est-à-dire, C'est une autre corde à son arc. Au-delà des emails en masse, newsletter, ListMonk a une API. Ça permet à d'autres applications d'utiliser ListMonk pour envoyer des emails ponctuels, suite à une action, une confirmation d'inscription sur un site, un mot de passe oublié, une notification. pratique. On peut utiliser les mêmes templates. Oui, exactement. On peut utiliser toute la puissance du templating Go pour ces emails transactionnels aussi. Et l'API est même pensée pour être extensible à d'autres canaux comme le SMS, WhatsApp, via des messengers externes qu'on peut brancher avec des webhooks. Mais bon, l'usage principal reste l'email. Donc on pourrait centraliser la newsletter et les emails système. Intéressant. Et pour que les gens s'inscrivent aux listes, concrètement, comment ça se passe? Il génère automatiquement une page d'abonnement public pour les listes qu'on décide de rendre publiques. Elle est simple, mais on peut la personnaliser un peu, logo, CSS, on peut même ajouter du JS. Et si on veut un formulaire intégré sur son propre site? C'est prévu aussi. On peut générer le code HTML d'un formulaire d'inscription pour une liste spécifique, et après on le colle où on veut sur son site. D'accord. D'autres petites choses à noter avant de parler installation? Oui, vite fait, il y a une bibliothèque de médias pour gérer les images, et elle peut même être connectée à un stockage type S3. Côté authentification, ça supporte le SSO via OIDC. Par contre, une source Apfelcast, je crois, notait que la gestion fine des rôles utilisateurs était peut-être encore en développement. À vérifier. Hmm. On peut créer des clés d'API avec des permissions limitées pour intégrer ListMonk à d'autres outils. Et il y a des options pour la confidentialité des abonnés. Bon, ça fait un tour d'horizon assez complet. Un outil qui semble vraiment riche. Maintenant, le gros morceau, souvent avec l'auto-hébergement, l'installation, la configuration, c'est là que ça peut coincer pour certains, non? C'est clairement l'étape qui demande le plus d'implications techniques. Faut pas se voiler la face. Les prérequis, c'est quoi? Un serveur Linux, ça peut être un petit VPS, chez Contabo par exemple, qui est cité dans une source, ou un serveur dédié si on a de gros besoins. Ok, un serveur Linux, quoi d'autre? Il faut une base de données PostgreSQL installée et accessible. Il faut pouvoir se connecter au serveur en ligne de commande via SSH. Et puis, pour faire les choses proprement, un nom de domaine, c'est quasi indispensable. Et un reverse proxy est fortement recommandé pour gérer le HTTPS et l'accès web. D'accord. Donc, on oublie l'installation en un clic sur l'hébergement web mutualisé du coin. Comment on installe ça concrètement? J'ai vu qu'il y avait plusieurs façons. Oui, deux méthodes principales ressortent. La première, c'est d'utiliser directement le fameux binaire unique. On le télécharge sur le serveur, on génère un fichier de config.tom, on l'édite, on met les infos de la base de données, on choisit un login et un mot de passe pour l'admin. Attention aux identifiants par défaut. Ah oui, point crucial, il faut absolument changer le listmonk par défaut. C'est la base. Ensuite, une commande pour initialiser la base de données et une autre pour lancer ListMonk. Simple, sur le papier. Et la deuxième méthode, qui semble très populaire dans les tutos. C'est Docker.
avec Docker Compose en général. C'est souvent vu comme plus simple parce que ça embarque Listmonk et sa base de données PostgreSQL dans des containers séparés, mais liés. On prend le fichier docker-compose.yaml fourni, on ajuste peut-être 2-3 trucs, les mots de passe surtout, et on lance avec Docker Compose up-d. Ça évite de gérer l'installation de PostgreSQL soi-même, c'est ça l'avantage. Exactement. Plusieurs tutos, comme celui d'Applecast, montrent bien comment faire avec Docker. Ok. Une fois que ça tourne, via l'une ou l'autre méthode, quels sont les réglages absolument indispensables? Bon, à part les identifiants admin et qu'il faut changer tout de suite, le plus critique, c'est la configuration SMTP. Listmonk a besoin de savoir comment envoyer des emails. Logique. On peut utiliser un serveur SMTP qu'on a déjà, celui de son hébergeur, un service pro. Une option fréquente, c'est d'utiliser un compte Gmail ou Google Workspace. Mais attention, Oui. on ne peut plus utiliser le mot de passe principal du compte Google pour ça, pour des raisons de sécurité. Il faut générer ce qu'ils appellent un mot de passe d'application spécifique pour Listmonk. Ça se fait dans les paramètres de sécurité du compte Google. Très important à savoir ça. Ça évite de galérer. Oui, Tony Tichinstech le montre bien dans sa vidéo. Une fois qu'on a rentré les infos SMTP, serveur, port, identifiant, type de chiffrement, il y a un bouton dans Listmonk pour tester la connexion. Très utile. D'accord. SMTP configuré, d'autres réglages vitaux dans l'interface web. Oui. La route URL, c'est l'adresse web publique de votre instance Listmonk. Par exemple, http://newsletter.mondomaine.fr. C'est crucial de bien la régler, car tous les liens dans les emails, confirmations, des inscriptions, suivis des clics dépendent de cette URL pour fonctionner. Ah oui, je vois. Essentiel. Il faut aussi définir l'adresse email d'expédition par défaut. Après, on peut peaufiner les limites d'envoi pour pas se faire blacklister, la taille des lots d'email. On peut aussi personnaliser un peu l'apparence avec du CSS. Et pour que cette route URL fonctionne bien, avec le petit cadenas HTTPS et sans devoir taper .9000 à la fin. C'est là qu'intervient le fameux reverse proxy. On fait pointer son nom de domaine vers l'IP du serveur. Ça, c'est une config DNS. Ensuite, on utilise un outil comme Nginx Proxy Manager, souvent recommandé car il simplifie énormément, qui va écouter sur les ports 80 et 443. Les ports standards du web. Exactement. Il va récupérer un certificat SSL-TLS gratuit via Let's Encrypt pour sécuriser la connexion en HTTPS et il va transmettre les requêtes à Listmonk qui lui tourne tranquillement sur son port interne le 9000 par défaut. L'utilisateur final ne voit que l'adresse propre en HTTPS. C'est plus pro et plus sécurisé. Voilà. Et dernière touche, pour la robustesse, s'assurer que Listmonk se lance tout seul au démarrage du serveur et qui tourne en tâche de fond. Sous Linux, on fait ça en le configurant comme un service systemd. Il y a des tutos qui expliquent, mais l'idée, c'est de ne pas avoir à le relancer à la main après chaque reboot. Ok, je vois. Ça demande clairement un effort initial et quelques compétences techniques, mais les étapes sont logiques et bien documentées apparemment. Imaginons, tout est installé, configuré, ça tourne. Comment ça se passe au quotidien? Mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui veut lancer sa newsletter. D'accord. Alors, on se connecte à l'interface d'admin avec l'URL qu'on a définie. On arrive sur le tableau de bord. Première chose, créer une liste. On va dans Liste, on clique sur Nouveau, on lui donne un nom genre newsletter du blog, on coche Public si on veut qu'elle apparaisse sur la page inscription, et on choisit Double opt-in. Important, Puis, il faut des inscrits. c'est ça. Soit on en a déjà et on les importe via un fichier CSV, soit on attend que les gens s'inscrivent via le formulaire public. Si on teste le formulaire, on met une adresse email, on clique sur S'abonner, on reçoit alors un email de confirmation. Le fameux email de double opt-in. Exactement. On clique sur le lien dedans et hop, on est ajouté à la liste avec le statut confirmé. Ok, la liste commence à se remplir. Vient le moment d'envoyer la première vraie campagne. On va dans la section campagne, on clique sur Créer. Là, on remplit quelques champs, un nom interne pour nous, par exemple lancement article XYZ. Le sujet de l'email, celui que les abonnés verront. On vérifie l'adresse d'expéditeur et on choisit la liste newsletter du blog comme destinataire. Et ensuite, on rédige le message. Oui. On choisit un template si on en a créé un, sinon on utilise un des éditeurs, le Rich, le Markdown ou on colle son HTML. On écrit notre texte, on peut insérer une petite personnalisation, genre « Salut, subscriber.firstnamedefault, cher lecteur ». Le default est une bonne idée si on n'a pas tous les prénoms. Exactement.
Étape suivante, super importante, la prévisualisation. Et surtout, l'envoi d'un email de test à soi-même, à un collègue. Il faut vérifier que ça s'affiche bien partout, sur mobile, sur différents clients mail. Ne jamais sauter l'étape du test. Jamais. Et quand c'est bon, on clique sur «Lancer la campagne» et là, ListMonk commence à envoyer l'email à tous les abonnés qui sont confirmés dans la liste sélectionnée. C'est important, hein. Ceux qui n'ont pas cliqué sur le lien de confirmation ne recevront rien. Logique. Une fois que c'est envoyé, on peut retourner voir les statistiques de la campagne, qui a ouvert, qui a cliqué. Ok, le workflow semble assez classique et logique une fois que l'outil est prêt. Faisons un peu le bilan. Quels sont les gros avantages qui ressortent de tout ça pour ListMonk? Le premier, le plus évident, c'est gratuit. Le logiciel est open source, on ne paie pas de licence. Ensuite, et c'est un argument de poids aujourd'hui, le contrôle total des données. Les listes d'abonnés, elles restent chez nous, sur notre serveur. C'est la fameuse souveraineté des données. Très important, oui. Vous voyez ? Les seules limites, ce sont celles de notre serveur, puissance, bande passante, et de notre fournisseur SMTP si on en utilise un externe. Et comme on l'a vu, c'est riche en fonctionnalités, c'est personnalisable et surtout, c'est très performant et léger. Ça fait une belle liste d'avantages, mais bon, il y a toujours un mais. Quelles sont les contreparties, les points auxquels il faut vraiment faire attention? Absolument. Le principal frein, on l'a dit, c'est la nécessité d'avoir de solides compétences techniques. Pour l'installation, la configuration de la base de données, le SMTP, le reverse proxy, et aussi pour la maintenance. Il faut faire les mises à jour, gérer les sauvegardes, c'est un vrai travail. C'est pas installer oubli. Clairement pas. Deuxièmement, même si le logiciel est gratuit, l'hébergement, lui, a un coût. Un serveur VPS chez Contabo ou un autre, ou un serveur dédié, ça représente un budget mensuel ou annuel non négligeable. Faut le prévoir. Troisième point critique, la gestion de la réputation d'expéditeur. Quand on gère soi-même l'envoi ou qu'on utilise son propre serveur SMTP, c'est à nous de nous assurer que nos emails arrivent bien en boîte de réception et pas direct en spam. Ça demande de la rigueur, de bonnes pratiques, de surveiller les bounces, etc. Oui, la délivrabilité, c'est tout un art quand on est seul maître à bord. C'est ça, il faut aussi être hyper vigilant sur le respect des règles, comme le RGPD en Europe. ListMonk donne les outils, double opt-in, lien de désinscription facile, mais la responsabilité finale, c'est l'utilisateur qui la porte. Et enfin, le point sur la gestion multi-utilisateur un peu limitée pour les rôles très fins, qu'avait noté Apfelcast. C'est peut-être moins un souci pour un usage solo ou petite équipe, mais à savoir si on a des besoins plus complexes. Donc, si on résume très simplement, ListMonk, c'est la promesse de la puissance, du contrôle total, de la gratuité du logiciel, Oui, mais ça se paye par un investissement technique certain, à l'installation et pour la maintenance. c'est exactement ça. C'est une alternative vraiment sérieuse aux Mailchimp et compagnie pour ceux qui veulent maîtriser leur communication email de A à Z. Mais il faut être prêt à mettre les mains dans le cambouis ou avoir quelqu'un qui peut le faire. Très clair. Pour terminer, et peut-être ouvrir un peu la réflexion pour nos auditeurs, une question qui va un peu au-delà de la technique. Est-ce que le fait de reprendre complètement la main sur son infrastructure d'emailing, comme le permet ListMonk, sans l'intermédiaire d'une grosse plateforme SaaS, est-ce que ça pourrait changer la nature même du lien qu'on crée avec son public? Est-ce que cette absence d'intermédiaire, ça influence la façon dont on communique, peut-être le ton, la valeur qu'on met dans chaque message? C'est une excellente question, ça. C'est vrai que cet arbitrage entre le contrôle total et, disons, la facilité déléguée des plateformes, il est constant. ListMonk représente clairement un pôle de cet axe. Savoir où on se place, ça dépend beaucoup des priorités, des compétences disponibles et peut-être même, oui, de la philosophie de communication qu'on veut avoir avec sa communauté. C'est une réflexion intéressante à mener.